Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Alex, aujourd'hui, on reçoit Simon Arsenault, qui est le président fondateur du groupe MVP. Yes. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire MVP? Catherine, MVP. Most Valuable Player. C'est le joueur le plus utile dans une ligue de sport. T'es clairement une fille de sport, hein? Non. On va avoir du fun, tu vas voir. mais j'aime le marketing. J'aime le marketing sportif. J'ai l'impression que ce gars-là a énormément de choses à nous apprendre. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup sur ce domaine-là parce que c'est pas quelque chose qui est connu, c'est souvent underground. On lève le voile aujourd'hui sur des négociations qu'on n'entend pas parler, mais qu'on voit souvent juste le résultat. Comme celle où on a réuni Mario Tremblay et Patrick Roy pour la campagne d'Uber Eats. C'était quand même un coup de génie. Ça doit être toute une négociation. Il y a dû y avoir des tensions, madame. Ça devait être spécial. J'ai bien hâte de voir ça. Moi aussi. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à ce balado des Dérangeants coproduit par le 96.9 C'est quoi et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises, qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro, David Côté, Étienne Crevier. Et comme vous le savez, moi, j'en retiens 3 à mes côtés à chaque épisode. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Alex Menti, cofondateur et vice-président exécutif de Mango Software. Bonjour. Salut, Catherine. Noah Redler, président d'Arch Innovation, cofondateur de l'expérience Ville Intelligente. Bonjour, Noah. Bonjour, Catherine. Et Marc-Claude Duquette, qui est président du groupe Triton. Ça va bien, Marc-Claude? Ça va bien, toi? Oui. On enchaîne tout de suite avec nos PPP, nos plugs, nos primeurs, nos potins. Je vais commencer tout de suite avec Marc-Claude. Moi, c'est une plug. C'est une plug? Est-ce que c'est une plug? C'est une plug. Mais c'est pas une plug pour moi, par exemple. Non, moi, j'ai découvert signalement-alias.com pour les entreprises. Je trouve que c'est une belle formule. Dans le fond, j'encourage les entreprises à aller voir le site Internet. Dans les bonnes pratiques d'une entreprise, c'est d'avoir, au niveau des ressources humaines, de vraiment pouvoir garantir à tes employés que s'il arrive un acte répréhensible, qu'ils ont une place pour pouvoir en parler, pour pouvoir, parce que souvent, c'est comment est-ce que, s'il arrive quelque chose dans ta business, comment est-ce que tu gères ça? Une crise, est-ce que la victime est protégée? Puis, c'est une ligne où est-ce que tu peux contacter s'il arrive quelque chose, des petites mains baladeuses, Ça arrive, ça. Ça arrive, ça Encore? arrive. C'est comme une boîte secrète où tu peux dénoncer sans nécessairement avoir de répercussions. C'est exactement ça. Dans le fond, c'est pris en charge par une tierce entreprise pour gérer la situation, puis vraiment, c'est pris en charge. C'est hot. Oui, vraiment. J'encourage les gens à aller visiter ça. Noah, de ton côté? Et moi, je vais faire une shout-out aux organisateurs du gala de la communauté Startup qui a eu lieu à la Maison Notman vendredi dernier. C'était organisé par Annie-Claude Devriez de la Fondation Osmo, Elias Benjeloun de Montréal Newtech et Phil Thériault du Startup Fest et toutes leurs équipes. On parle souvent des entrepreneurs, mais pas assez des acteurs de soutien qui sont derrière les programmes d'accompagnement, dans les incubateurs et les services de développement économique qui travaillent dans les ombres et qui donnent beaucoup plus qu'on retire. Je lève mon chapeau à tous les gagnants et gagnantes des prix, les finalistes et les personnes qui font vivre l'écosystème entrepreneurial du Québec. Alex? Je parle pas de ressources humaines cette semaine. Non? Bon. Non. Tu as fait tes embauches? Et pour ceux qui suivent le podcast depuis un bout de temps, vous savez que ma fille fait des traitements de chimiothérapie à Montreal Children. Les traitements sont maintenant terminés. Alors, je demanderai à tout le monde de faire un petit don à la Fondation. C'est pour une bonne cause et ces gens-là nous ont grandement soutenus et je les remercie du fond du cœur. Avec plaisir. Absolument. Ça se passe bien? C'est terminé. C'est terminé, mais je veux dire la suite. Donc, il n'y en aura plus pantoute du tout. Pour l'instant, il y en a plus. Ça va peut-être revenir, mais pour l'instant, gars, c'est terminé. On vit dans le présent, on verra dans le futur. C'est bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, on s'arrête un instant et au retour, on revient avec une entrevue avec Simon Arsenault, qui est président et fondateur du groupe MVP. On va parler de sport. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants.
Simon Arsenault a choisi de quitter son poste de gestionnaire chez Evenco pour fonder sa propre agence, le groupe MVP, afin de représenter des entreprises, des marques et des athlètes. Voici un homme qui a choisi pleinement sa passion. Bonjour, Simon Arsenault. Explique-moi comment t'en es venu à choisir de fonder une agence aussi nichée que le groupe MVP. Et moi, premièrement, je suis un grand passionné de sport depuis mon enfance. J'avais toujours rêvé de travailler dans le sport professionnel. À une certaine époque, j'ai déjà rêvé de jouer pour les Canadiens de Montréal. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais pas le talent. J'avais beau avoir le cœur et la volonté. Les patins ne suivaient pas la tête et le cœur. Donc, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneur-là également depuis que je suis tout jeune. Là, à 8 ans, j'avais une compagnie de gazon, de déneigement. J'ai toujours je dealais des cartes de hockey à une certaine époque. Et j'ai fait des études en administration. J'ai fait mon petit parcours, mon petit bonhomme de chemin dans l'entrepreneuriat parallèle à mes études. Puis, quand je suis arrivé à 25 ans, j'avais eu une entreprise en France lorsque j'avais fini mes études là-bas. Et j'étais revenu, puis l'entreprise n'avait pas fonctionné comme on aurait souhaité. Et là, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me repars une entreprise from scratch, de zéro, ou est-ce que je vais me chercher de l'expérience sur le marché du travail et question de me développer une expertise pour éventuellement peut-être revenir comme entrepreneur? Mais en tant qu'entrepreneur, on est dévoué, on se donne corps et âme, on travaille 24 heures sur 24 quand ça nous tente. On est toujours on est toujours allumé. Fait que je me disais, il n'y a pas grande compagnie que je suis prête à aller me dévouer à 200%. Mais la seule que je suis prête à faire comme si c'était la mienne, c'est les Canadiens de Montréal ou le groupe Spectacle Gillette parce que j'ai toujours été un passionné de sport et d'entertainment. Donc, finalement, en 2005-2006, j'ai réussi à avoir un emploi au retour du lockout dans la Ligue nationale avec les Canadiens de Montréal. C'était un de mes premiers grands rêves que je réalisais. Je pensais que j'allais faire ma carrière là-bas. J'ai travaillé pendant 11 ans pour le groupe CH, 2 ans pour les Canadiens. Ensuite, j'ai travaillé pendant 9 ans comme directeur des événements sportifs chez Evenco. Et c'était une job de rêve. J'ai adoré ça. Je me sentais privilégié à tous les jours d'avoir cet emploi-là. Mais à un certain moment, à ma 11e année, j'ai commencé à me questionner sur mon avenir. J'arrivais à 36 ans. Et c'est là que j'avais le souhait de redevenir un entrepreneur. Au lieu d'être un intrapreneur, ce que je faisais chez Evenco. Puis voilà, finalement, j'ai eu l'idée de me partir en affaires et d'avoir cette vision-là d'aider les entreprises à connecter les athlètes, puisque j'avais connu plein d'athlètes à travers ma carrière chez Evenco. Simon, combien de fois as-tu vu le film Jerry Maguire? Hey, honnêtement, je ne l'ai pas vu souvent. Je pense que je ne l'ai jamais écouté au complet, mais on m'en parle souvent, puis j'ai vu des petits bouts. C'est sûr que c'est un film qui peut être inspirant, mais moi, j'ai mon propre parcours qui est un peu différent de Jerry Maguire. Alex? Simon, pour devenir agent dans la Ligue nationale, il faut que tu sois certifié par l'Association des joueurs. Comment ça se passe? Tu ne peux pas te lever dans ton salon un matin et dire, bon, ben moi, je vais devenir un agent de joueur. C'est quoi un peu le processus là, pour devenir un agent, si on veut, autorisé ou certifié? Comme tu l'as dit, la majorité des agents certifiés sont des avocats ou des juristes de formation, ce qui n'est pas le cas pour moi. Moi, j'ai une formation. J'ai fait du droit pendant 2 ans. J'ai cherché un certificat. Ensuite, j'ai fait un bac en administration. Mais pour devenir un agent certifié, il faut généralement que tu sois un avocat. Et ce qui n'est pas le cas pour moi, je ne suis pas un agent certifié de la Ligue nationale. Okay. Je représente des joueurs, mais c'est en partenariat avec les agents. Comme par exemple, Jesperi Kotkaniemi, j'avais un deal avec son agent. Moi, je m'occupe du marketing. Fait que moi, j'essaie d'aider les entreprises à connecter les athlètes professionnels. Donc, tous les athlètes qui sont sur notre site web, on en a plus d'une 60aine. Il y a beaucoup d'anciens athlètes puis des légendes du sport là-dedans aussi. Mais je les représente au point de vue marketing, partenariat, des projets et des présences dans des événements. Noah? Alors, travailles-tu plus pour les brands, pour les entreprises ou pour les athlètes? Alors, est-ce que les brands t'approchent pour dire, regarde, j'ai un produit X, j'ai une bière et j'aimerais vraiment que tel joueur d'hockey a ça dans les mains quand il sort pour faire une entrevue et qu'il boit que ça quand il sort dans les clubs? Alors, c'est qui t'approche en premier? Généralement, c'est plutôt les brands et les entreprises qui nous approchent. C'est le modèle d'affaires que j'ai mis en place. Dans le fond, c'est une agence que j'appelle hybride. Normalement, il y a des agences qui représentent les intérêts des athlètes exclusivement. Puis d'un autre côté, il y a des agences de marketing puis de publicité qui représentent les intérêts des marques. Moi, j'ai créé une agence hybride qui représente les intérêts des deux. Fait que d'un côté, je suis partenaire d'affaires des athlètes puis des agents d'athlètes parce que je leur amène des projets. Mais de l'autre côté, je conseille les entreprises quel athlète ils devraient choisir
qui va correspondre à leurs besoins, soit de publicité, leurs besoins en tant que conférencier ou leurs différents besoins qu'ils ont dans le marché. Je vais les conseiller. Donc, c'est ça qu'il n'y avait pas dans le marché. Puis, je voyais qu'il y avait un trou. C'était dur de rejoindre les athlètes professionnels ou les anciens athlètes. Fait que c'est pour ça que j'ai créé le groupe MVP, qui est la porte d'entrée, finalement, pour les personnalités sportives. Avant que je prête la parole à Marc-Claude, j'ai travaillé, moi, en agence de publicité pendant plusieurs années. Et je sais que quand on a une association entre deux parties, que ce soit une personnalité et une marque, il faut qu'il y ait quelque chose en commun. Il faut qu'il y ait de l'authenticité entre les deux parties. Il faut qu'il y ait quelque chose. Comment tu fais pour savoir que ça fonctionne entre l'athlète et la marque? Bien, il y a deux façons de faire. C'est sûr que on travaille plus au conseil des entreprises. Fait qu'on va analyser les valeurs de la marque, les valeurs de la direction de l'entreprise. C'est qui la clientèle cible à qui ils veulent parler? C'est quoi l'émotion qu'ils veulent associer à leurs produits? Quelle sorte de notoriété ils ont besoin? Puis une fois que j'analyse et qu'on comprend bien les besoins de la marque, là, nous, on connaît le marché des athlètes, on connaît le paysage sportif. Puis là, on est capable de faire des recommandations d'athlètes à la marque. Ça, c'est une façon de faire. De l'autre côté, ceux qu'on représente, les soixantaines de personnalités sportives qu'on représente, mais j'ai pris des cafés avec chacun pour dire, toi, là, à part être un joueur de hockey, ou à part être un ancien joueur des Alouettes, ou un ancien champion du monde, ou un ancien médaillé d'or, qu'est-ce que tu fais les fins de semaine? Qu'est-ce que tu portes comme nom? C'est quoi ton parfum? Vas-tu à la chasse? Vas-tu à la pêche? Joues-tu à d'autres sports? Puis là, j'ai dressé une liste d'intérêts. Fait que je sais qu'est-ce qu'ils aiment en dehors de leur sport. Fait que comme ça, quand il y a des marques qui nous approchent, mais là, je suis capable de tout de suite faire le lien. Ou, dans certains cas, on approche des marques puis on dit « Hey, savais-tu que tel athlète, il porte ton parfum? Ou il porte tes vêtements? » Puis on crée des liens de cette façon-là. Mais tu l'as dit, Catherine, c'est très important qu'il y ait une authenticité, puis il faut que les valeurs de un reflètent les valeurs de l'autre. Marc-Claude, je sais que tu brûlais d'envie de poser une question. Bien, les athlètes que tu représentes, dans le fond, sont en soi une micro-entreprise. Ils sont eux-mêmes une entreprise qui font affaire finalement avec d'autres entreprises. Est-ce qu'au niveau du marketing, tu travailles aussi avec eux, leur brand personnel, leur développer avec eux, comment est-ce qu'ils sont perçus? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu travailles avec eux? Ça va être une des prochaines étapes de nos services qu'on va offrir aux athlètes. Parce que pour l'instant, on est tellement occupé à juste répondre à la demande des entreprises qui veulent s'associer aux athlètes qu'on n'a pas vraiment développé ce côté-là de dire, bon, qu'est-ce que tu veux devenir comme image de marque en tant qu'athlète? Mais moi, je reviens tout le temps avec le concept d'équipe. La majorité des athlètes que je représente proviennent de sports d'équipe, à part les boxeurs ou ceux des sports de combat, certains sports olympiques également. Mais dans un concept de sport d'équipe, moi, je suis plus ou moins en faveur de recommander à un athlète de dire on va te développer ton brand personnel parce qu'il faut toujours garder le juste équilibre. Puis, tu sais, la fameuse expression, il n'y a personne plus gros que l'équipe. Mais ça, pour moi, c'est important. Puis, je ne voudrais pas qu'un joueur soit perçu comme étant plus gros que son équipe à cause qu'il développe son brand personnel. Noah? Alors, si on prend un exemple comme Piquet Subban, il était un excellent joueur de hockey, mais ce n'est pas Wayne Gretzky, on s'entend. Mais il était partout. On connaissait c'est qui Piquet Subban avec son travail philanthropique, des différentes organisations, son implication dans la communauté. Alors, qu'est-ce qui attire les brands le plus? Moi, je pense que ce qui attire les brands le plus, je pense que ça part absolument des performances dans leur sport. Il faut qu'ils soient en haut de la moyenne. Mais ce qui est vraiment important au second niveau, c'est la personnalité de l'athlète. Les brands aiment les athlètes qui sont humains, les gens qui sont capables de s'exprimer, qui ont une compassion, qui vont être capables aussi de s'impliquer socialement, pas nécessairement pour s'attirer une cote d'amour, mais juste le faire de bon cœur. Puis quand les athlètes le font de bon cœur, qui s'impliquent et qui ont une personnalité qui est marketable, fait que ça veut dire qu'il y a un charme, qu'il y a une certaine habileté en communication, et qu'en même temps, qu'il va avoir peut-être aussi de nos jours une influence sur ses réseaux sociaux, là, à ce moment-là, ça devient super intéressant pour un brand de vouloir s'associer à un athlète. Parlons-en du côté humain. Ta business, c'est une business de contact, de confiance, de feeling, de comment la chimie passe entre deux personnes. Comment tu fais pour scaler une business comme la tienne? Bien, nous autres, notre modèle, comme je l'expliquais, c'est d'aider les entreprises à connecter avec les personnalités sportives. On ne s'en tient pas qu'aux soixantaines de personnalités sportives qu'on représente. On est capable de recommander à un de nos clients d'autres athlètes qui sont représentés par d'autres agents. Okay? Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, dans le marché traditionnel,
c'est compliqué pour une entreprise ou une agence de pub de rejoindre un Carey Price, de rejoindre un Sidney Crosby ou de rejoindre un Vladimir Guerrero Jr. ou un joueur des Raptors. On parle à qui? Il est où l'agent? Il n'est pas à Montréal. Il est à LA, il est à New York, il parle anglais. Il ne connaît pas les entreprises locales. C'est compliqué. Le lien de confiance n'est pas établi. Donc, quand ils nous contactent, nous, le groupe MVP, nous, on est un peu comme le Expedia pour les hôtels. On veut un hôtel, ou la fameuse pub, un hôtel Trivago, mais nous, c'est un athlète groupe MVP. On nous contacte. Fait que la façon de la scaler, c'est de continuer à promouvoir le groupe MVP, notre brand à nous, et continuer à lancer notre message en disant aux entreprises, c'est facile aujourd'hui de rejoindre un athlète professionnel ou une légende du sport, parce que si vous nous contactez, en dedans de 24 heures, 48 heures, on vous amène l'athlète de votre choix, puis on crée de la magie avec ça. Puis on peut leur faire des choses que vous pensez qu'ils ne ferions jamais. Genre asseoir Mario Tremblay et Patrick Roy ensemble. Exactement, ça a été tout un... Ça a dû prendre des négociations solides. Là. Écoute, ça a été un super projet. L'idée provient de l'agence Mosaïque. Nous, on travaille beaucoup avec les agences de pub. Souvent, le côté créatif provient des agences qui ont des cerveaux de création incroyables. Et dans le fond, dans l'histoire de Uber Eats, c'est qu'eux, il y avait déjà un concept à l'international de faire des publicités avec des célébrités culturelles ou sportives dans tous les marchés, mais des célébrités qui avaient une rivalité entre les deux. Il y avait une dualité, qui ne doivent pas se retrouver ensemble. Et quand ils sont arrivés ici pour l'adaptation au marché québécois avec leur agence Mosaïque, puis c'est aussi leur agence canadienne et américaine Special Group, mais là, ils se sont dit, qui au Québec, qui est célèbre, qui est connu, puis qui ont peut-être une chicane pas réglée ou qu'ils ne devraient pas se retrouver ensemble, mais il y a quelqu'un autour de la table qui a eu le flash de réunir Patrick Roy et Mario Tremblay. Puis quand ils nous ont appelés, ils savaient que nous, on donne l'accès aux icônes du sport. Ils nous ont dit, bien, Simon, je connaissais quelqu'un qui était chez Mosaïque, elle m'a appelé, elle m'a dit, Simon, est-ce que tu serais capable de réunir Patrick et Mario ensemble pour une pub de Uber Eats? Et sur le coup, j'ai dit, ben oui, c'est sûr, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, amener des athlètes, des légendes ensemble, mais, à faire des projets. Mais quand j'ai raccroché la ligne, là, j'ai eu le flash. Oh, tabarouette, c'est vrai, ils sont en chicane, eux autres. Oups! 26 ans. Fait que là, ça a été comme, j'ai eu un peu plus chaud. Là, je me suis dit, bon, comment je vais faire ça? Il a fallu que je réfléchisse un peu à ma stratégie de communication avec Mario et Patrick. Puis finalement, ça a super bien été. Les deux avaient cette intention-là, puis cette envie-là, là, au fond de leur cœur, de se réconcilier. Puis grâce à Uber Eats, ça a été fait, puis ça a été incroyable. C'est tellement un bon coup marketing. Marie-Claude? Mais je suis curieuse au niveau de la structure de tes ventes. Donc, tu as l'agence d'un côté, tu as ton athlète de l'autre côté. Comment ça fonctionne? Tu prends une cote avec l'agence, tu prends une cote avec l'athlète, comme c'est hybride? C'est comment le modèle? Comment ça fonctionne? Bien, c'est hybride, c'est ça. Dans le fond, c'est qu'il y a une enveloppe globale. Et dans l'enveloppe, il y a un frais de gestion qui revient à nous pour l'exécution puis la mise en contact. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est pas juste la mise en contact, c'est le conseil, la stratégie, puis aussi l'exécution. Parce que j'ai parlé avec des entreprises qui ont fait des deals avec des joueurs du Canadien dans le passé, puis ils me disaient, Simon, on a parlé à l'agent, on a finalement réussi à le rejoindre, on a fait notre deal, puis après ça, on était laissés à nous-mêmes. On avait de la misère à le rejoindre, on avait des suivis qui devaient être faits au niveau des médias, parce que dans une entente, souvent, il y a des implications sur les médias sociaux, il y a des présences en événements, tout ça. Puis l'expérience n'avait vraiment pas été bonne. Fait que nous, on offre ce service-là aussi d'exécution. Puis on accompagne les deux parties. On accompagne autant l'athlète à dire il faut que tu sois à telle heure, telle place pour ton shooting. Je t'envoie un chauffeur, on va te chercher, voilà ta bouteille d'eau, là tes crudités d'avant shooting. Puis on arrive là-bas. Fait que on offre le service des deux côtés. Fait qu'effectivement, c'est un frais de gestion dans l'enveloppe globale qui revient pour nos honoraires. Simon, le sport, c'est un milieu qui est périssable. Donc, il y a des athlètes qui se blessent, il y a des athlètes qui sous-performent, qui peuvent être échangés à une autre équipe. Comment gérez-vous ça? C'est risqué quand même de prendre des athlètes comme ça puis de les mettre de l'avant avec des marques qui vont mettre des milliers de dollars sur leur tête. Dans le passé, on a déjà eu les burgers Galchenyuk, les burgers Gallagher. Donc, oui, tu as vraiment raison, Catherine. Puis regarde, Galchenyuk qui n'est même plus dans la Ligue nationale. Et il y a 5 ans, 6 ans, c'était un top prospect. Mais c'est sûr que quand une marque s'associe à un individu, oui, il y a toujours un facteur de risque. C'est normal, c'est des humains. Personne n'est à l'abri peut-être d'une gaffe ou une erreur. Ça arrive à tout le monde. Mais ce qui est important de faire, c'est d'évaluer ce risque-là. Parce qu'il y a des athlètes qui ont une feuille de route
noircies de différentes embûches personnelles, de différentes difficultés. Puis il y en a d'autres qui ont des feuilles de route impeccables. Il y en a que... Puis souvent, ce qui est le fun des athlètes, c'est qu'ils ont souvent des feuilles de route impeccables, honnêtement. Puis ça fait partie de nos valeurs à nous. Parce que moi, j'ai toujours cru que les athlètes, c'est des modèles dans la société, des modèles de bonnes valeurs, de discipline, de persévérance, d'esprit d'équipe, de leadership, de résilience, etc. Donc, généralement, quand un brand s'associe à un athlète, il s'associe aux bonnes valeurs. Fait que oui, il peut y avoir des moments plus difficiles dans le sport, sur glace ou dans le cours de leurs activités sportives, mais généralement, ce sont des gens qui sont très forts et qui reviennent souvent en force. Fait que le risque est plus faible, je trouve, pour des entreprises qui veulent s'associer avec des athlètes que d'autres types de personnalités, mettons des personnalités rock and roll, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais dans le temps, donc on a déjà vu des cas aussi dans le sport, hein, c'est pas tous des enfants de cœur, mais moi j'essaie de m'associer seulement à ceux qui sont des modèles pour les jeunes puis des modèles dans la société en général. Noah? Alors, est-ce que le but, c'est de vraiment transformer chaque athlète en influenceur? Est-ce que c'est ça l'objectif final de tout ça? De vraiment transformer chaque athlète dans un produit? Pour moi, non, c'est pas l'objectif. Parce que, premièrement, les athlètes, comme on disait, pour qu'il y ait une bonne valeur marketing, ils doivent performer dans leur sport. Et plus ils vont être, c'est ma vision à moi, mais plus ils sont actifs sur les médias sociaux, plus ils créent du contenu, plus ils deviennent des créateurs de contenu, ben, il y a peut-être plus de risques qu'ils se déconcentrent et qu'ils défocusent de leur sport. Donc, si ça se fait de façon organique, parce que l'athlète est tellement populaire, tellement fort, on regarde des gars comme Carey Price ou Jonathan Drouin qui sont des super athlètes, mais qui ne sont pas des créateurs de contenu. Ils ont quand même des dizaines et des dizaines de milliers de followers parce que les gens veulent voir ce qu'ils font, même s'ils ne créent pas beaucoup de contenu, même s'ils font un post à tous les 3 mois, ben, les milliers de fans veulent le voir, ce post-là. Donc, moi, je pense que je fais toujours attention. Je ne veux jamais déconcentrer un athlète de son sport pour du marketing. Ça devient toujours secondaire. Donc, je ne me sers pas des athlètes pour essayer de vendre des produits sur leur réseau. Parce que ça, il y a des influenceurs qui sont bons pour faire ça. Des vrais influenceurs, purs et durs, qui sont connus dans l'environnement d'Instagram et de Snapchat et de TikTok et qui réussissent à vendre à leur communauté. Ils ont une influence directe au niveau commercial pour de la vente directe. Les athlètes, c'est moins de la vente directe, c'est beaucoup plus de la notoriété. Quand la marque associe son logo à un athlète, mais ce n'est pas les ventes directes sur son réseau qu'il faut calculer. C'est le souvenir puis l'association que les consommateurs vont faire de voir l'athlète associé à ce produit-là. C'est plus ça l'approche que j'ai. Et souvent, je dis aux entreprises, un influenceur pur et dur sur Instagram, si tu le croises dans la rue, le grand public ne le reconnaîtra probablement pas. Mais l'athlète, lui, en plus d'être reconnu et d'avoir des milliers de followers sur ses réseaux, bien, il a une double valeur parce qu'en dehors des réseaux sociaux, évidemment, c'est là où il est connu le plus. C'est à quel moment tu t'es dit, le groupe MVP, là, ça va fonctionner? C'est quoi le coup là, que tu as fait, le turning point où tu t'es dit, là, ouais, c'est bon, on a une formule qui est gagnante, là. On va faire du cash avec ça? Ben, à la base, moi, je me disais pas, je vais faire du cash. Moi, à la base, je me disais, c'est drôle à dire, mais tu sais, je proviens d'un environnement où toute ma vie, mon père, c'est un directeur d'école, il a fait sa carrière en éducation, puis il nous a toujours dit, parce que j'ai 2 frères, il m'a toujours dit, les gars, c'est important d'avoir une conscience sociale dans la vie. Cette fameuse phrase-là d'avoir une conscience sociale, après mes 11 ans chez Evenco, en tant que directeur des sports, quand j'avais eu la chance de connaître les Guy Lafleur, puis les Alexandre Bilodeau, puis les Joanie Rochette, puis des joueurs du Canadien, puis des anciens Canadiens, Carbonneau, Yvan Cournoyer, puis Lucien Boutet, Brunet Suré, je me suis dit, ces gens-là, ben, ils ont le pouvoir d'influencer notre société positivement. Puis on vit dans un monde de médias, quand on regarde le journal à tous les jours, puis qu'on ouvre la télé, où on est vraiment exposé à de la nouvelle négative, puis du scandale, puis tout le temps, là, des problèmes. Mais une fois de temps en temps, tu vois une nouvelle positive qui est sa une, puis qui prend le grand titre, puis 90% du temps, cette nouvelle positive-là, elle est de nature sportive. Puis ça a été ma philosophie. Je me suis dit, je veux qu'il y en ait plus de ça. Puis c'est qui est derrière ces nouvelles positives-là? Ce sont les athlètes eux-mêmes, les humains derrière les athlètes. Puis c'est eux qui ont ce pouvoir-là. Puis moi, je connais le 3/4 des grands athlètes québécois.
Fait que pourquoi je ne partirais pas une entreprise qui faciliterait l'accès à ces grandes légendes-là, puis ces grands athlètes-là, puis en même temps, on va peut-être avoir un impact positif dans la société. Après, je me suis dit, c'est quoi mon modèle d'affaires? OK, le modèle d'affaires, c'est que je vais dire aux entreprises, bien, venez nous voir, on va vous aider, on va amener de la business aux athlètes, puis nous, on va générer des frais de gestion à travers ça. Mais quand j'ai quitté mon poste de directeur chez Evenco, j'étais bien payé, j'avais des avantages, j'étais associé à une grosse entreprise, puis je me suis dit, moi, je veux essayer de faire mon chemin, je veux écouter ma voix intérieure que je viens de vous expliquer. Puis le pire qui va m'arriver, c'est que je vais trouver 0 contrat. Je vais avoir 0 client d'entreprise. Puis dans 1 an, ben, ça va m'avoir coûté X montant à vivre. Est-ce que je suis prêt à prendre ce risque-là? De ne pas avoir de revenus pendant 1 an puis de vivre sur mes économies? Je me suis dit, oui, je suis prêt à le vivre, ce risque-là. Fait que let's go, on se lance. Puis je suis parti avec ça. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai réussi à gagner ma vie avec ça depuis 5 ans. C'est qui le premier qui t'a donné ta chance? Le premier deal, wow, ça a été tellement le fun. Au niveau des, je vais dire au niveau des athlètes, quand j'ai quitté Evenco, j'ai appelé toutes les personnalités sportives que je connaissais. Là, je leur ai dit, j'ai appelé Guy Lafleur, puis j'ai appelé ceux que j'ai nommés tout à l'heure. Puis je leur ai dit, vous êtes des modèles, vous êtes des héros, vous êtes mes idoles, vous avez les bonnes valeurs. Moi, c'est ce qui m'a influencé dans la vie, là. C'est le sport, puis c'est les athlètes. Pas juste parce que c'est beau de voir un but top corner, là. Ça m'a influencé parce que je sais que pour se rendre là, il y a eu des sacrifices, puis il y a eu de la discipline, puis il y a eu tout ça. Fait que pour moi, ça m'a toujours influencé, puis ça m'influence encore à devenir meilleur en tant qu'humain, puis en tant qu'entrepreneur, puis dans toutes les sphères de ma vie. Fait que quand je les ai tous appelés pour leur dire, moi, je me passe ce brand-là, je vais vous promouvoir, je vais vous donner accès facilement à ce que les gens puissent vous rejoindre. Est-ce que tu embarques dans l'aventure? Puis ils m'ont tous dit oui. Il y en a juste un qui n'a pas embarqué. Puis il m'a dit quand même, tu m'appelleras si tu as de quoi, mais il était déjà trop occupé. Donc ça, je suis parti avec ça. Le jour 1, 40 athlètes de confirmés. J'ai fait une conférence de presse. Puis il y avait 22 personnalités sportives sur scène avec moi cette journée-là. J'avais fait un tapis rouge, puis j'avais investi de l'argent. J'ai bâti un site web. J'ai cassé mon petit cochon, puis j'ai dit, let's go, je me lance. Et pour répondre à ta question au niveau de mon premier client, écoute, c'est pas n'importe lequel, c'est Budweiser. Not bad. Ce qui est arrivé, c'est que Budweiser, ils ont appelé un ancien collègue au Centre Bell qui est dans les ventes corporatives, puis ils ont dit, on a l'intention de souligner les anciens expos. On veut rendre hommage aux légendes des expos, puis on veut rejoindre des Tim Raines, des Vladimir Guerrero, des Moises Alou, des Larry Walker de ce monde. Et comment on fait ça? Puis un des gars qui travaille pour le Canadien, il dit, ben là, appelle mon ancien collègue Simon, il vient de se partir une compagnie, c'est ça qu'il fait dans la vie, aider les marques à rejoindre les personnalités sportives. Alors, j'ai reçu un appel de Budweiser direct, le brand manager de Toronto. Il email, on s'appelle, puis il me dit, ben voici ce qu'on veut faire, es-tu capable? Je dis, ben oui, c'est ça qu'on fait dans la vie. Puis finalement, écoute, j'ai réussi à convaincre puis à amener dans le projet les 3 légendes que j'ai nommées, Tim Raines, Vladimir Guerrero et Moises Alou. Puis 6 mois après, on avait des canettes Budweiser partout au Québec dans les frigidaires des dépanneurs du coin. Fait que ça a été un beau début. Ça, c'est très, très hot. Ça. Wow! Félicitations. Marc-Claude? Oui, bien, je vais revenir sur ce que tu disais tantôt. J'ai trouvé ça super beau, ta vision sur ta raison d'être, finalement, tes valeurs, puis pourquoi tu le fais. Puis avoir une entreprise que c'est au-delà de faire de l'argent, c'est de dire comment est-ce que je peux influencer positivement ma collectivité, les gens, les jeunes. Ça fait du bien à entendre. C'est quoi le next pour toi? C'est quoi qu'on peut souhaiter à MVP dans le futur? Moi, je suis un gars de passion, puis je suis un gars de valeur. Puis c'est pour ça que toute ma vie, j'ai eu l'impression que je travaille pas vraiment, parce que c'est un lifestyle, ma carrière. Puis quand je produisais des événements chez Evenco, c'était une passion, j'étais dévoué, j'aimais ce que je fais, j'étais dans mon milieu. Aujourd'hui, c'est la même chose. Fait que je suis beaucoup animé par les valeurs. Par contre, c'est sûr que là, à un moment donné, je me dis, OK, là j'ai 42 ans, je pense que je suis dans le prime de ma carrière, c'est ce que j'entends. Dans la quarantaine, on a le bon mix d'énergie et d'expérience. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça avoir une retraite dorée. Là. Je ne vous le cacherai pas que j'aimerais ça pouvoir en profiter. Puis c'est sûr que c'est le fun d'en faire de l'argent. Donc, au stade où je suis, les valeurs, comme je suis fait, ça ne va jamais changer. Ça va toujours rester. Puis le jour que j'ai plus de fun puis que je suis plus mené par ma passion, je ne ferai plus ce métier-là. Par contre, là, à 42 ans, ça fait 5 ans qu'MVP existe. J'ai travaillé avec les plus gros athlètes, les plus grandes personnalités sportives québécoises ou presque, avec des grandes marques.
là, je me dis, OK, là pour les 5 prochaines années, là, c'est le temps de donner du gaz. Donner du gaz, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je veux investir en publicité pour approcher des entreprises. Puis au lieu de juste répondre à la demande, parce que c'est ce que je fais depuis 5 ans, je réponds à la demande. Puis j'ai eu des pigistes, j'ai eu un employé pendant près d'1 an. Et là, j'ai juste des pigistes, mais là, je veux aller me chercher des employés à temps plein. Et je veux pousser la machine pour générer plus de volume, puis développer davantage les différents services qu'on a. Puis nos services, c'est des ambassadeurs de marque pour des pubs. On a des porte-paroles pour des campagnes de relations médias, souvent pour des entreprises qui veulent promouvoir des causes communautaires. On a le contenu sur les médias sociaux. On a la division de conférenciers et d'animateurs pour des événements corporatifs et la division événementielle et team building, donc pour des entreprises qui veulent faire bouger leurs employés puis avec des athlètes. Fait que je veux pousser ces services-là puis vraiment investir dans le développement des affaires. Evenco n'a pas essayé de te racheter pour pouvoir avoir cette division-là au sein de leur entreprise? Non, c'est pas arrivé. Puis moi, à la base, j'avais proposé de le faire avec eux. Puis c'était pas dans les priorités, ça faisait pas partie vraiment de leur créneau. Donc, ils m'avaient gentiment souhaité bonne chance. Et je suis resté ami avec la plupart de mes anciens collègues qui sont là-bas. En fait, je suis resté ami avec tout le monde là-bas. Puis on se parle encore. On a célébré notre 5e anniversaire au golf exécutif Montréal il y a 2 semaines. Et il y a des VP du Centre Bell et des Canadiens qui sont venus prendre un verre pour célébrer ça avec nous. Fait que non, mais peut-être qu'éventuellement, on va retravailler ensemble. Puis moi, je ferme aucune porte. Puis je ne suis pas fort sur les concepts d'exclusivité. Tu sais, de dire, moi, je travaille avec juste tel média ou telle entreprise. Tu sais. Moi, le concept de compétition, on dirait que je n'y crois pas vraiment. C'est comme, des fois, il y en a qui me disent, as-tu des compétiteurs? Ben, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a, c'est correct. Puis, en fait, je les vois plus comme des partenaires d'affaires. S'il y a d'autres personnes qui font la même chose dans le marché, ben, pourquoi on ne travaillerait pas ensemble? Tu sais? Fait que pour Evenco, oui, ça serait un plaisir de retravailler avec eux, mais je les tiens toujours dans le loop, le Canadien, vu que j'ai fait des projets avec Marc Bergevin, Guy Lafleur, des joueurs, mais je tiens toujours le marketing des Canadiens au courant, puis la direction du Canadien au courant des projets qu'on fait avec des membres de leur équipe. Chapeau. Tu sais, tout mettre une job de côté qui te payait probablement super bien, peut-être mieux que ce que tu te payes en ce moment, puis dire, ben, let's go, on se lance, puis je pars avec mon petit black book de chez Evenco, puis j'appelle le monde après. Hey, salut Guy, je me pars une business. Quand j'ai quitté Evenco avec cette idée-là, je vous ai expliqué tantôt le risque calculé que j'ai pris. Mais il y a du monde qui m'ont dit, t'es-tu fou? J'ai des collègues qui sont venus me voir, ils me disent, qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Pourquoi tu fais ça? Puis c'est juste parce que j'étais plus heureux. Ouais. J'étais plus heureux, puis quand t'es dans une organisation, ben il y a un plafond au-dessus de ta tête, mais tu as une sécurité. La sécurité, c'est le fun. Le plafond, c'est pas le fun. Puis là, aujourd'hui, je n'ai pas de plafond. Il faut être tolérant au risque. Il faut être confiant. Parce que quelqu'un qui n'est pas tolérant au risque, ben, il ne pourrait pas faire ça. Parce que moi, je ne sais pas c'est quoi mon prochain deal. Je n'ai pas une business de revenus récurrents. Je ne charge pas des honoraires récurrents. C'est des one-shots. Des one-shot deals. Donc, il faut que j'augmente le volume. Mais des fois, c'est comme l'océan, là, c'est des vagues. Ça rentre pas. Fait qu'il faut être tolérant au risque et continuer à pousser pour générer de la business, puis réussir à avoir aussi des bonnes expériences. Il faut réussir à bien exécuter nos projets pour que les clients aient une bonne expérience, puis aussi les athlètes. Parce que d'un côté, si je perds les athlètes, bien là, j'aurai plus de deal. Puis d'un autre côté, si on exécute mal les projets avec les clients corporatifs, bien, il n'y aura pas de référencement qui se fera. Fait que faut bien faire les choses, puis j'essaie de toujours livrer plus que qu'est-ce que je promets. Autant au niveau des athlètes qu'au niveau des brands. Puis c'est ce que la vie, là, c'est une question de perception. Hein? C'est de la gestion d'attente. Fait que si je promets à un athlète, viens dans le groupe MVP, tu vas voir, je vais te trouver pour 100 000 $ de deal, puis je vais te trouver plein de projets, puis finalement, j'en trouve pas. Et là, je vais créer une déception, puis je risque de le perdre. Fait qu'à chaque athlète qui rentre, je leur dis, je te garantis rien. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais te trouver comme projet. Peut-être que je ne vais rien te trouver. Mais une chose que je te promets, par contre, c'est de te représenter professionnellement puis de faire de mon mieux pour t'amener des projets. Puis de l'autre côté, avec les entreprises, c'est un peu le même principe dans le sens que j'essaie d'amener plein d'idées, plein de conseils pour optimiser le partenariat.
dire, hey, en plus de faire une pub télé, là, mais pourquoi on ne ferait pas un concours exclusif? Pourquoi on ne ferait pas une apparition de la vedette sportive dans ton entreprise avec tes employés? Pourquoi on ne ferait pas un concours dans le marché? Puis là, je majore toutes les implications, mais après ça, il faut les livrer par contre. Merci beaucoup, Simon Arsenault. C'était vraiment une discussion passionnante. Je pense que, aimer le sport ou pas, on était très attentifs à tes propos. Mais c'était super intéressant, puis je suis super content de la confiance que les personnalités sportives et les athlètes m'accordent, qui continuent à m'accorder. Puis c'est grâce à eux, dans le fond, que j'ai réussi à faire ce métier-là. Donc, j'espère que ça va continuer un autre 5 ans et 10 ans, 15 ans, et que le groupe MVP sera reconnu de toute entreprise au Québec désirant rejoindre une personnalité sportive. Merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci. Merci, Simon. Merci, Simon. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. Alors, c'est l'heure de notre question dérangeante. J'ai hâte de savoir si vous êtes de bons négociateurs parce que ma question aujourd'hui, c'est de savoir, dans votre vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, quelle est la dernière chose que vous avez magasinée de façon obsessive? Et là, quand je parle d'obsession, là, ça peut être une paire de souliers, ça peut être une console PlayStation, mais ça peut être une usine aussi. Je vous ouvre ça large comme ça. Noah? Pour moi, c'était tout récemment une firme de marketing. Je devais changer mon firme de marketing, particulièrement pour mon événement Expérience Ville Intelligente. Et il y a des milliers et milliers de firmes de marketing. Comment différencier une versus l'autre? Tout le monde fait tout le monde fait rien. Et là, tu commences la négociation pour juste avoir un site web et j'étais féroce. Non, je vais payer X argent, pas plus. Est-ce que tu prends le contrat ou non? OK, on passe à l'autre. Parce que je pouvais appeler des centaines de personnes, une après l'autre. Quelqu'un va accepter. Et oui, effectivement, quelqu'un avait accepté mon offre. Et on a un nouveau site web. Voilà. Je suis content de voir que j'étais loin sur la liste. Tu n'es pas rendu jusqu'à moi. T'es trop cher. J'ai vu tes réponses à des appels d'offres. Marie-Claude? Hey, moi, c'est mon char. All right. Ta fameuse BM, là. Je l'ai plus, non. Ben, ce qui est 4, je suis une fille de char. OK. Puis, ouais, non, je deviens vraiment... tu sais, la fois de la BM, le gars, il m'a appelé, il dit, là, je fais plus d'argent. C'est quoi tu veux de plus, là? Puis j'étais comme, ben, des tapis d'auto. Pour vrai, tu sais, parce que j'arrive là, puis j'ai tout le temps la sensation, mais tu sais, la fille qui arrive, puis elle connaît pas grand-chose, puis... Non, je négocie mon char. Puis, tu sais, comme dernièrement, là, c'est rendu que c'est à peine si je les emmenais pas aux petites créances. Là, parce qu'ils ne donnaient pas le j'ai prix vraiment, que tu voulais. Mon contrat, en ce moment, c'est Marie-Philippe qui l'a, puis elle l'a tout relu. Puis, non, je te dis, puis je suis allée rechercher un autre 750$. Oui, fait que mon char. Alex? Écoute, moi, je suis un passionné de photos. Puis, il y a une place à Montréal que je nommerai pas parce que je les aime du fond du cœur. Je fais du trade d'équipement parce que c'est l'équipement qui vaut cher. Puis, des fois, ça me tente pas de toujours dépenser. Puis quand je trade, ben, tu sais, nécessairement, ils me voient venir avec... je pense qu'au fil du temps, ils savent que je négocie. Ils me font tout le temps des offres low-ball sur mon équipement, tu sais. Puis là, j'aime ça. C'est 5, 6 courriels, j'appelle. Puis là, je fais mon indépendant. Mais tu sais, au fond de moi, là, je veux vraiment faire le trade. Puis souvent, j'aurais peut-être même accepté la première offre, mais je négocie juste par plaisir, tu sais. Fait que, ouais, ça, c'est mon fun parce que j'ai pas la tâche sentimentale. Tu sais, ça marche pas, ça marche pas. Quand tu veux vraiment que quelque chose se passe, c'est là que tu es le moins bon négociateur parce que tu es comme, fuck it, je vais le faire. Tu sais. Ben, moi, je suis une grande acheteuse sur Marketplace. You're one of those. Ben, en fait, je suis même une plus grande vendeuse qu'acheteuse. Et moi, je tiens mon bout quand je vends. Je suis à peu près comme toi. Okay. Et moi, ça me dérange pas. Je mets mes lignes à l'eau et là, j'attends. Et je me suis fait faire des offres dérisoires. Il y a des gens qui ont essayé de m'arnaquer aussi. Et j'ai tenu mon bout. Puis finalement, je suis très, très contente de tout ce que j'ai vendu, tout ce qui est sorti de ma maison, j'ai pu me débarrasser avec une vraie valeur. C'est bon, ça. Ouais. Mais souvent, les gens, tu vends quelque chose 100$, puis ils t'offrent 4$. Mais je comprends pas pourquoi. C'est déjà à bon prix. Puis là, les gens, ils ont juste besoin de dire qu'ils ont sauvé 5$. Puis je suis comme... Je l'ai eu, 5$. Achète-le, là. Comme... Mais tu sais, j'ai vendu mon divan pendant la pandémie et j'ai aidé le monsieur à mettre le divan dans son truck. Et tout de suite, à peu près que tout est mis, il dit « non, je veux vous payer $20 de moins. »
It's like, non. It's like, OK, prends ton divan, au revoir. It's like, OK, donne-moi le $20 du moins, au revoir. Il t'a eu. Oh mon Dieu. Ben, merci beaucoup. Alors, on enchaîne avec l'ECA. Est-ce que vous êtes du type autruche ou entrepreneur? Parce que quand on parle de devenir entrepreneur, souvent, on sous-estime ce que ça demande. Hein? Et parfois, quand on est devant les réalités, c'est-à-dire de faire la comptabilité de son entreprise, qui n'est pas toujours le fun, de peut-être régler des cas avec des employés à l'interne, c'est peut-être pas tant le fun. Est-ce que vous allez vous mettre la tête dans le sable? Et si oui ou non, quels conseils vous aimeriez donner aux gens qui nous écoutent, aux entrepreneurs qui peut-être des fois n'aiment pas trop certaines responsabilités qui viennent avec le grand rêve? Marie-Claude? Bien, clairement, tu peux pas être bon dans tout, là. Moi, j'aime toujours dire que je suis un peu bonne dans tout puis excellente dans rien. Mais il y a clairement des choses que je regarde, du coin de l'œil, puis là, c'est là, ça m'attend dans le coin. Là. Puis là, je suis comme, oh, un jour, il va falloir que je m'en occupe. Puis, Est-ce que le problème se règle tout seul? Hein? Est-ce que tu fais l'autruche? Bien, on le fait tout un peu sur certaines affaires. C'est comme, moi, clairement, puis les gens vont faire, ah, pour vrai? Parce que je suis bien bonne, ça a l'air à faire du PR puis prendre des verres de vin. Mais vendre, aller chercher la vente puis closer puis aller. Moi, je suis une farmer. J'aime ça prendre soin de mes clients, prendre soin. Je suis bien chez nous, comme chez nous étant au bureau, là, dans mes pantoufles. Fait que aller out there, puis aller vendre. Là. Moi, ça, là, mais je connais tellement bien mes chiffres. Comme là, je regarde mes chiffres, je suis comme, bon, mais là, c'est le temps que je sorte, puis je vais aller vendre. Mais si je peux attendre, j'attends. Moi, je te dirais que c'est pas mal ça. Toi, Alex? Écoute, moi, au début de ma business, j'ai souvent fait l'autruche avec mon compte de banque. Quand ça va pas super bien, là, Du gros déni? tu fais juste pas te loguer sur le site de la banque. Tu dis, ça va, c'est bon. Hey, tu vois, moi, je la regarde à tous les jours. Moi, j'ai longtemps fait le déni quand ça allait pas bien. Là, genre, tout est beau. Le chèque a passé. Wow, ça doit être pas payé. Il y a quelqu'un qui a payé à un moment donné. Mais sinon, là, je fais l'autruche, surtout sur tout ce qui est la fin d'année, là, la comptabilité, les crédits d'impôt. Là. Mon partenaire s'occupe de ça. Moi, je fais comme si ça n'existait pas. Mais t'es pas excité de comme voir combien il te reste au bout de l'année. Mais toi, c'est parce que tes ventes sont motivées par ton compte de banque. Genre. Mais oui. Quand ton compte descend, faut vendre. Quand c'est en haut, oui, mais c'est ça. on l'appellera la semaine Mais toi, prochaine. comme il me semble que quand j'ai reçu ma fin d'année, là, je suis comme, hey, wow, ou oh shit, c'est comme mon indicateur de Marie. T'aurais Prends dû ton vendre. char. Va faire un tour. Ça va te faire aérer le cerveau. Noah? Mais je dirais que je suis entrepreneur dans les ventes, je suis entrepreneur dans la gestion des clients, mais je suis vraiment autruche quand ça vient à l'administration. Comme Alex, j'haïs faire ça, la comptabilité, de faire toutes les petites tâches pour les ressources humaines, pour vraiment juste la gestion de l'entreprise. C'est long et c'est pénible. C'est vraiment pas ma personnalité d'être capable de juste m'asseoir et regarder un tableau Excel et dire OK, je vais faire de l'entrée de données aujourd'hui. Toi, t'aimes mieux regarder les oiseaux. Oui, c'est ça. Il y a un oiseau dehors. C'est plus intéressant que mon tableau Excel. Et je regarde mon téléphone. Je suis like, OK, est-ce que ça va sonner? Est-ce que j'ai un nouveau courriel? Une distraction? Quelque chose? Et j'arrive toujours en retard. Et je reçois des appels de mon comptable. Noah, sont où mes chiffres? Je suis like, hey, sont mes chiffres. Je te donne quand je le veux. Mais je paye des pénalités et c'est un vrai problème. Alors, je fallait vraiment réserver des heures, des blocs de temps dans mon agenda et dire, regarde, à chaque dernier vendredi de chaque mois, je vais mettre là-dedans et je mets rien d'autre dans mon agenda, je dois le faire. Et même avec ça, je trouve des façons à ignorer mes responsabilités. Là, on embauche une adjointe administrative qui va prendre tout ça en main pour moi et je suis tellement excité. Mais je pense à la tâche de former cette personne pour faire tout ça. Et même ça, je mets mon tête dans le sable parce que je veux juste que ça se fait. Ah, mais non. Quand t'es rendu, tu payes tellement de pénalités que ça justifie un salaire. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est ça, moi, je travaille pour aller chercher mon 2 net du jour. Puis après, c'est comme peut-être que je pourrais payer de telle manière, fait que je vais en chercher plus. Puis là, ouais, non, c'est ça, tu vois, je m'emballe en t'en parlant. Et ce serait quoi votre meilleur conseil à des entrepreneurs qui nous écoutent présentement? Oh God. Ben, je pense que ça revient toujours à bien s'entourer. Là. Je pense que c'est la clé. Je veux dire, si Noah il dit ça me fait vomir, ça, mais comme trouve quelqu'un pour le faire. Puis, Ben, moi, ma réponse, ça va être... tu sais, une autruche, elle se met pas vraiment la tête dans le sable, elle la met juste sur le dessus puis elle continue à regarder. Ben, moi, il n'y a jamais un petit tas que tu veux pas t'occuper. Là. Ils n'ont jamais vraiment disparu. Faut tout le temps que tu t'en occupes à un moment donné, puis ils sont juste plus gros. Fait
Ça donne pas Ouais, grand-chose. ça, c'est le genre de choses que je fais dans Noël puis le jour de l'an. Là. J'ai dit à la gang, genre, ah, moi, je vais rentrer au bureau en Noël, le jour de l'an, régler ça, là, parce que clairement, on va jamais s'en occuper. Fait que, on va le faire. Là, sur Slack, ils sont comme, pas de vie. Non, mais souvent, tu règles la majorité de tes trucs pendant ce temps-là parce que t'as personne pour te déranger. Ouais. C'est calme au Ouais. bureau. Puis souvent, t'as pas le choix. là. Non, puis Parce quand que tu t'es acculé au pied du mur. reviens le 4 janvier, là, t'es bien, là. Tu pars sur des bonnes bases pour Oui. repousser plus d'autres choses. Ouais, mais tu sais, puis j'aimerais ça être un peu plus comme Noah, où est-ce que, tu sais, des fois, j'ai plein d'idées, puis comme j'ai envie de faire plein de trucs, puis tout ça. Puis là, après ça, on met ça en place. Là, on commence, puis je tombe dans les opérations. Puis c'est pas bon quand t'es entrepreneur. Là. Entrepreneur, t'es supposé être au-dessus du lot, puis... Mais j'ai tellement été... Tu sais, moi, j'ai racheté l'entreprise familiale, fait que j'ai commencé en bas. Fait que, tu sais, moi, je suis à l'aise dans ces opérations-là, puis c'est là que j'amène vraiment ma valeur aussi et que ça roule bien. Puis des fois je sors, puis longtemps, j'ai sorti. C'est comme ça que j'ai été capable de voyager puis de faire plein de trucs. Puis là, depuis la pandémie, là, je suis retombée dedans, bien solide, puis c'est difficile. C'est ça, c'est que pour moi, je suis juste plus performant quand j'ai trop à faire. Quand je suis dans le stress, quand je suis dans le jus de l'action, quand j'ai 5000 projets, je suis à mon 100%. Quand j'ai rien à faire, ben, de trouver la motivation et de juste être capable de se lever le matin, c'est like, OK, ben, je dois juste régler les affaires opérationnelles ou travailler sur la structure de l'entreprise. Mais derrière ma tête, c'est like, OK, est-ce qu'il va y avoir une entreprise dans 2 ans? Si j'ai rien à faire... L'oiseau revient. L'oiseau revient. OK, écureuil, super! Non, mais quand c'est trop vague, là, c'est dur. Ou que t'as pas de deadline, là, ça, c'est les... Ça, c'est les pires. C'est l'enfer. C'est clair. Les délais, là, quand il n'y a pas de... Y a pas de délai, quand là. on n'est pas acculé au pied du mur, c'est presque impossible de faire Ouais, quelque moi, si un chose. client dit c'est pas pressé quand ça t'adonnera, là. Non, tu vas avoir ça l'année prochaine. Mais moi, c'est après ça, puis je performe là-dessus. Là. Ouais. Je sais pas pour vous, là, mais mettons, je suis comme, oh, je m'en suis pas occupée. Oh, hey, ça va être fait, puis ça va être bien fait. Là, c'est là les cernes qui poussent entre les yeux. Oh, il est 4 heures du matin, je fais encore du Excel. Nice! Ah ben merci, c'était intéressant de vous entendre et c'est déjà la fin de notre épisode des Dérangeants. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir écoutés. Je veux remercier aussi notre invité, Simon Arsenault, président et fondateur du groupe MVP, maintenant que je sais ce que veut dire MVP. Alex Mency, merci d'avoir Catherine. été avec nous. Marc-Claude Duquette, merci. Noah Redler, merci beaucoup. Et merci et bonne fin de l'année. Oui, c'est vrai, c'est la fin de l'année, c'est vrai. Ça- C'était Catherine Beauchamp et je vous dis à bientôt. Nous allons nous retrouver très, très bientôt pour un nouvel épisode des Dérangeants. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!